19h, 21h, Europe 1 Soir. Europe 1 Soir jusqu'à 21h avec toute la famille des chroniqueurs et des débatteurs. Je salue Georges Fenech. Bonsoir Georges. Bonsoir. Georges Fenech, ancien juge d'instruction, auteur de L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. C'est paru l'an dernier au Rocher. Bonsoir Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Journaliste et chroniqueur politique. Premier sujet de discussion, les frères musulmans, chers amis. Les frères musulmans qui, on le sait, intègrent peu à peu. Et Georges, vous savez de quoi je parle, puisque dans votre métier de magistrat, vous avez vu ça peu à peu arriver, et j'allais dire en secret dans différentes filières. Eh bien, comme l'a dit William Molinier dans le journal de 19h, ces frères musulmans intègrent peu à peu les couloirs également européens, que ce soit du Parlement ou de la Commission, à travers des fonctionnaires européens. Avant d'inviter Mohamed Sifawi, qui connaît bien la question, qui alerte depuis des décennies maintenant sur cette question, je vous propose d'écouter l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair. Elle était l'invitée d'Europe 1 ce matin. L'objectif, c'est bien d'instaurer, et de façon très progressive, une société mondiale et mondialisée qui soit sous la gouvernance islamique. C'est-à-dire que les frères musulmans sont des théocrates. Et la charia-compatibilité, c'est cet espace intermédiaire, en fait, qui doit amener nos sociétés européennes, donc devenues charia-compatibles, dans la mesure où elles prennent des mesures, ou s'habituent à des cultures, ou produisent des lois qui soient compatibles avec les lois islamiques. Et peu à peu, c'est ce que les frères espèrent, parce que ce n'est pas un mouvement violent en tant que tel. C'est un mouvement missionnaire. Il peut utiliser la violence, mais ce n'est pas privilégié. Ouais. Donc ce qu'ils espèrent, c'est que les sociétés européennes viennent naturellement à se convertir. L'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair sur Europe 1 ce matin. Bonsoir Mohamed Sifawi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comme je le disais dans plusieurs notes qu'Europe 1 s'est procuré, le renseignement français s'inquiète de l'entrisme des frères musulmans, pas que en France, mais également à Bruxelles. Cette pensée qui serait maintenant dans les institutions et chez les fonctionnaires européens. Je sais ce que vous allez me répondre, Mohamed Sifawi. Vous allez me dire, ça fait 20 ans que je dis ça ? Non, ça fait 20 ans que je dis ça, mais ça fait à peine 5 ans. J'ai écrit un livre intitulé Takia, qui a été jugé par certains excessif, qui racontait exactement ça. C'est-à-dire que j'avais fait une enquête qui précisait que oui, nos universités, certaines de nos institutions, certaines de nos administrations, alors au-delà évidemment des fantasmes que certains peuvent s'imaginer, il y a effectivement des personnes qui sont soit liées directement à la pensée des frères musulmans ou à des associations de frères musulmans, soit des gens qui, tout simplement, sans être musulmanes, des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui agissent pour le compte des frères musulmans, soit parce qu'elles ont un intérêt financier, soit parce qu'elles ont un intérêt idéologique. Intérêt financier, ça veut dire qu'ils payent, tout simplement ? Oui, le Qatar, notamment, qui est le sponsor principal des frères musulmans, mais pas seulement, il y a la Turquie aussi, à travers différents réseaux, Donc là, il y a des fonctionnaires européens qui peuvent toucher plusieurs milliers d'euros en plus par mois parce qu'ils sont payés pour appliquer cette idéologie ? Moi, je sais, pour avoir discuté avec, disons, des sources très bien informées, des sources sécuritaires très bien informées, pas seulement en France d'ailleurs, parce que mon enquête s'était poursuivie en Belgique. Oui, des services de renseignement suivent depuis quelques années des personnes qui agissent comme des influenceurs pour le compte qui du Koweït, qui du Qatar, qui de la Turquie, et en tout cas systématiquement pour le compte de la pensée des frères musulmans. Les services rendus, c'est quoi ? C'est une politique, c'est de l'application d'une idéologie, ça on le sait, mais à travers quoi ? À travers, là en l'occurrence dans la Commission européenne, ça peut être quoi ? Ça peut être des textes, des décrets, des décisions au niveau européen ? Mais bien sûr, c'est par exemple essayer d'imposer dans le débat public le mot islamiste, en l'occurrence islamophobie, pour essayer de faire croire qu'il y aurait, et ça c'est toujours le narratif ou wokiste ou islamiste qui le prétend, qu'il y aurait par exemple un racisme systémique en France. Laisser croire par exemple que lorsque nos écoles en France font appliquer à juste titre les principes de laïcité, que ce serait des formes de racisme, mais tout ça a été des tentatives qui ont été menées parfois à haut niveau de la part de certains influenceurs qui agissent pour le compte des frères musulmans pour essayer justement de jeter l'opprobre et pour diaboliser la France
et ces décisions françaises qui ne faisaient qu'appliquer en vérité un projet de société qui est celui de la République, Mohamed pour faire Sifawi, croire que ce serait un pays d'intolérance. Vous avez alerté il y a 20 ans sur le projet, j'allais dire global, et il y a 5 ans justement sur cette question-là. Vous avez dit tout à l'heure, on a trouvé ça excessif. Pourquoi est-ce qu'on a trouvé ça excessif ? Justement parce que le verre était déjà dans le fruit ? Non, mais enfin, moi, ça a été un peu le drame de ma carrière et de ma vie. Quand vous travaillez sur un sujet et que vous avez la possibilité d'atteindre certaines vérités un peu avant tout le monde et de les voir avant tout le monde, c'est pas toujours bon d'avoir raison avant tout le monde. Oui, on vous traite d'excessif parfois. Alors, pourtant, c'est le problème des précurseurs. Mon discours a toujours été équilibré et très républicain, mais malgré ça, oui, on continue d'ailleurs à ce jour de penser que ce que je dis à l'égard de l'islam politique ou à l'égard d'autres mouvements extrémistes serait excessif. Ben, pas chez nous, pas sur Europe 1. Merci beaucoup Mohamed Sifawi d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Merci à vous. Jean-Claude Dacier, je vous voyais tiquer au moment où Mohamed Sifawi disait que les gens étaient payés, en fait. C'est quelque chose de difficile à croire. J'espère qu'il a les documents qui le prouvent. Moi, je partage les inquiétudes de M. Sifawi. Serait-elle excessive ? Mon Dieu, tant pis. Encore une fois, qu'est-ce qui est en question ? C'est la place de la religion, c'est la place de l'islam dans la société française. Je pense qu'on ne doit pas rigoler. On dit bien de l'islam et pas de l'islam radical, de l'islam en général. Je parle même de l'islam en général, puisque quand vous faites des sondages, notamment auprès des jeunes, vous en avez des pourcentages très spectaculaires qui disent qu'au fond, la loi de l'islam est supérieure à la loi de la République. C'est donc le mode de vie qui sera le nôtre dans quelques années qui est en question. Je pense qu'il faut qu'on soit impitoyable là-dessus. Et que la société laïque française, et qu'on qui est une curiosité, il y a beaucoup de gens qui se disent aux États-Unis, en Angleterre, mais qu'est-ce que c'est que cette société française ? On ne doit pas céder un pouce de terrain. Alors, les fréristes, oui, c'est un tel dédale, le mouvement islamique, qu'on a parfois du mal à attribuer aux uns ou aux autres. Globalement, il ne faut rien céder aux exigences à venir et déjà en place de la société islamique. Je rappellerai, et j'en termine là, je rappellerai quand même que les fréristes, comme on dit, c'est très à la mode, ont été au pouvoir en Égypte. J'ai noté les dates, juin 2012, juillet 2013. Ça a été un désastre. Ils ont essayé de mettre l'armée égyptienne dans le coup, ça n'a pas marché. Bref, ils ont été chassés du pouvoir, notamment par les militaires, et c'est monsieur Sisi, général, je crois, ou maréchal Sisi, qui est aujourd'hui aux affaires et qui a ramené, avec les difficultés qu'on connaît, l'Égypte dans le camp occidental. Maréchal Sisi, que j'avais eu l'occasion de rencontrer après sa prise de pouvoir. C'est pas tous les jours. Oui, je crois que j'étais le premier homme politique à le rencontrer après son élection. À l'époque, vous étiez député. Ouais. Et effectivement, ils avaient chassé Morsi du pouvoir alors qu'il avait été démocratiquement élu. Sans aucun doute. Il faut le rappeler que la confrérie des frères musulmans avait pris le pouvoir et ils ont été déposés. Il a même été incarcéré. Morsi, ils ont été déposés du pouvoir. Donc là-bas, il y a véritablement une interdiction. Chez nous, la question est complètement différente. On a affaire à un mouvement, une obédience religieuse, qu'on peut qualifier de fondamentalisme. Moi, j'emploie plutôt, pour les frères musulmans, fondamentalisme plutôt que radicalisation. Même s'il y a un retour aux sources et aux racines de la religion, bien entendu. Mais c'est un fondamentalisme. On impose un fondement nouveau. On suit les préceptes du Coran quasiment à la lettre, quoi. C'est une manière de vivre autrement que celle que, évidemment, nos démocraties sachant que les imams, vous l'avez vu, ont des lectures différentes du Coran. Donc, quand vous dites ils suivent à la lettre, moi j'ai du mal à savoir ce que c'est qu'à la lettre. Je vous propose qu'on marque une pause, puisqu'il est déjà 19h28, le temps file à une vitesse absolument hallucinante, et on se retrouve juste après pour parler de ce sujet passionnant qui est justement l'entrisme des frères musulmans, déjà maintenant à l'échelle européenne. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Les frères musulmans et leur entrisme en France, on le savait, dans les couloirs de l'Union européenne, Georges Fenech, c'est plus grave. Ah ben bien sûr. Là, il s'agit d'une suspicion d'atteinte à l'indépendance de la décision politique européenne. Mais c'est pas de ça dont on parle. En fait, ce qu'on parle, c'est une forme d'entrisme
je dirais, de manière légale, mais non moins un peu sournoise quand même, si vous voulez, dans la mesure où ça se fait à bas bruit tout de même. Hein. J'ai lu cet article très bien documenté de Charlotte Dornelas sur la volonté de Gérald Darmanin, effectivement, de s'attaquer à cette avancée. Effectivement. Mais c'était le JDD, c'était le JDD ce dimanche. Vous le savez, absolument. Pierre, puisque, au fond, c'est un courant religieux. Est-il compatible? Je ne le crois pas avec notre démocratie, mais vous ne pouvez pas l'interdire. Il y avait une velléité, j'étais encore à l'Assemblée nationale, c'était une proposition de loi qui avait été déposée et qui avait été étudiée de très près par Manuel Valls pour interdire le salafisme en France. Mais c'est pas possible. Vous pouvez pas interdire un courant. Ouais. Vous pouvez le combattre. Moi, vous savez, je me suis occupé des sectes pendant longtemps. Oui. On n'a jamais pu interdire une secte. Hein. Si tant est que le salafisme soit une secte. Il y a quand même une dérive dans certains courants, dérive de rupture. Hein. Vous savez, ça risque d'être contre-productif si vous interdisez. Non, peut-être. Vous pouvez pas. Donc, telle ou telle secte. Il faut le combattre intelligemment par la persuasion, par l'éducation. Voilà, et c'est un combat qui est très compliqué, très compliqué. Mais vous savez, le slogan, pas le slogan, la formule qui rassemble, qui prétend rassembler les élites musulmanes, c'est l'islam est la solution. Bon, on voit ce que ça veut dire, mais enfin, encore une fois, on ne s'est pas battu dans ce pays pour organiser la cohabitation entre l'État politique, l'État social, l'État économique et la religion catholique, largement dominante dans ce pays et en Occident. On s'est pas battu et ça n'a pas été simple. 1905, ça n'a pas été simple. C'est pas d'ailleurs complètement terminé et c'est normal et naturel. Pour laisser faire l'islam en douce, frériste ou pas frériste, et venir, en effet, à Bruxelles ou à Paris, essayer petit à petit, chaque jour que Dieu fait, si j'ose dire, essayer de marquer des points pour faire progresser leur croyance. Je pense qu'il faut être impitoyable. Quand vous dites combattre intelligemment, ça veut dire quoi exactement? Combattre intelligemment, ça veut dire ne pas forcément jeter l'opprobre, stigmatiser. Ce sont des gens qui sont convaincus, vous savez. Ils ont leurs convictions. Il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait une possibilité tout de même dans notre État laïque que les courants religieux et celui-ci, pourquoi pas, puissent vivre leur foi, mais sans aller à l'encontre de notre loi et de nos valeurs. Et c'est ça l'enjeu. Donc c'est un enjeu de persuasion, c'est un enjeu d'éducation, et c'est aussi un enjeu de fermeté lorsqu'effectivement il y a des discours dans certaines mosquées, par exemple, et ça, on doit rendre à Darmanin ce mérite, qu'effectivement, il y a eu des fermetures de mosquées. Il y a eu des imams qui ont été expulsés parce que leur discours ne correspondait pas aux valeurs de notre République.